Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Vincent Monod, bonjour. Bonjour Raphaël. Vous êtes conseiller municipal, conseiller métropolitain, conseiller d'arrondissement dans le 7e arrondissement, adjoint d'arrondissement, mais aussi vice-président du CITRAL, élu écologiste. Alors, les écologistes à Lyon sont critiqués aujourd'hui pour votre opération de bilan de mandat. L'opposition estime qu'elle coûte beaucoup plus cher que les 220 000 euros que vous avez reconnus. Qu'en est-il en réalité ? Oui, Le chiffre de 228 000 euros, vous le maintenez. Bien sûr qu'on ne verra pas de dérapage par rapport à ça. Bien sûr qu'on le maintient. Le maire l'a affirmé en toute transparence. Et on a entendu les attaques, les approximations, les mensonges. Souvent, hier, Thomas Rudigoz, avant, c'était Pierre Oliver. Et on est habitué finalement à ce genre d'outrance qui, je pense, vraiment nuisent à la qualité du débat public. En réalité, c'est un exercice démocratique, de transparence, d'explication qui est tout à fait essentiel, d'autant plus dans cette période de défiance envers la politique. Et M. Rudigoz, par exemple, a travaillé longtemps avec Gérard Collomb. Il est élu depuis presque 25 ans, je crois. Et M. Collomb était un adepte de ce genre de bilan de mandat. Je crois qu'il en a fait lors de son premier mandat, de réunions il en avait fait en 2008, mais effectivement, voilà. En 2014, il n'y avait pas eu une telle opération. Voilà, mais habitué de ces réunions franches, d'explications, de questions-réponses avec les habitants. Et c'est tant mieux. Donc je crois qu'il n'y a pas de polémique à avoir là-dessus. En réalité, quand on regarde l'ensemble des villes en France, c'est un usage qui se fait. Ça a été fait à Paris avec Anne Hidalgo, à Nice avec Christian Estrosi. Ce que dit Thomas Rudigoz, c'est que ce n'est pas fait à Villeurbanne, ce n'est pas fait dans la plupart des grandes villes. À Lille aussi, et dans beaucoup de moyennes et petites communes. Et, je vais vous donner une anecdote. J'étais lundi soir à Rieux-la-Pape pour une réunion CITRAL Mobilité où on annonçait aux gens la nouvelle offre de bus que l'on accroît à Rieux avec une nouvelle ligne, plus d'offres, plus de fréquences. Et donc je sors du C2 devant la médiathèque de Rieux et je tombe sur le panneau informatif numérique de la ville de Rieux qui annonçait quoi ? 4 réunions publiques à Rieux, dans chaque quartier de Rieux, sur à peu près le même format d'ailleurs, je crois qu'à Lyon, c'est-à-dire réunion publique, présentation d'une enquête auprès des habitants, échange avec le maire, ses adjointes, ses adjoints, moment convivial à la fin. 4 réunions publiques à Rieux, c'est à peu près 30 000 habitants, il me semble. Eh bien, écoutez, bravo M. Vincent D. J'espère que M. Rudigoz pourra en parler avec lui. Je crois qu'ils sont à peu près du même bord politique, même si on ne comprend plus tout à fait. Et vous en avez prévu une trentaine dans la ville de Lyon. On a prévu, nous, 9 réunions publiques pour une ville de 520 000 habitants, une par arrondissement, et je crois que c'est tout à fait légitime. On a des arrondissements qui dépassent 100 000 habitants. Moi, dans mon arrondissement, dans le 7e, c'est 87 000 habitants. C'est la taille d'une grande ville en France, et donc c'est tout à fait légitime. 9 grandes réunions publiques et 21 rencontres. C'est ça, c'est 9 grandes réunions publiques, mais 21 réunions dans les quartiers. Oui, il y avait des petits stands dans la rue, justement, pour inviter les gens à ces réunions publiques, pour distribuer le support papier de bilan de fin de mandat, faire connaître le questionnaire aussi, parce que dans ces réunions publiques, on présente les résultats d'un questionnaire en toute transparence, les points positifs comme les points négatifs. Et donc, ça permettait d'informer les gens, de leur proposer de répondre en ligne à ce questionnaire. Et donc, c'était indispensable de le faire. Et moi, j'étais hier soir à la réunion publique du 6e arrondissement. C'était un moment que j'ai trouvé très intéressant avec des personnes, qu'elles soient favorables ou non à l'action de la municipalité. Plusieurs personnes ont pu saluer cet exercice et remercier le maire, en tout cas, de s'expliquer et de venir à leur rencontre. Et donc, pour vous, ça s'est bien passé dans le 6e hier soir ? Oui, ça s'est bien passé. En tout cas, c'était ce qu'on attendait de cette réunion. Un moment d'échange franc, avec des questions négatives, mais aussi positives. Des réponses aussi franches de la part du maire et de son équipe, de ses adjointes et adjoints. C'était très intéressant. C'était dans le 8e lundi, hier soir dans le 6e, et ce soir, je crois, dans le 1er arrondissement. Et d'ailleurs, je vous invite à la réunion publique du 7e arrondissement qui se déroulera le 3 juin dans le quartier de Jardin. Ce qui questionne, vous avez parlé de ces rencontres dans les quartiers où il y avait des agents municipaux et des élus qui étaient un peu en mode campagne électorale, un peu comme on voit dans les campagnes électorales. Est-ce que c'est logique de le faire avec des agents municipaux ? Déjà, on n'était pas en mode campagne électorale puisqu'on présentait vraiment le bilan du mandat. On expliquait. C'est des élus qui distribuent des tracts. Non, ce ne sont pas des tracts, ce sont le magazine municipal avec l'ensemble des actions qui ont pu se réaliser durant 5 ans, ce qu'on a fait, les résultats qu'on a eus, mais aussi ce qu'on n'a pas pu faire et pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu le faire. C'est important de l'expliquer. Donc, on a effectivement des personnes de la ville qui peuvent aider à la logistique, aider à la distribution, aussi orienter les gens vers le questionnaire
l'enquête réalisée par la ville. Et puis les élus sont là, on a l'habitude de faire cet exercice, d'être présent dans l'espace public pour répondre aux gens, pour noter leurs attentes, noter leurs insatisfactions et pouvoir y répondre. C'est un exercice qu'on a l'habitude de faire. Je reviens une dernière fois sur ce comptage là, de 228 000 euros. Pour l'instant, on n'a que la somme globale qui a été présentée par Grégory Doucet. Est-ce que vous en donnerez le détail? Parce que Thomas Rudigoz hier disait mais juste, je ne comprends pas comment il arrive à suivre, puisque juste une édition spéciale de Lyon Citoyen, c'est un peu plus de 200 000 euros. Donc ça fait déjà l'essentiel de l'enveloppe. Oui, écoute, c'est pas à moi de donner le détail et je ne l'ai pas. C'est une somme de 228 000 euros qui correspond. Ce serait pas sain de publier ce détail. Au stand dans l'espace public, au support papier, à l'enquête, aussi à l'organisation et à la logistique de ces 9 réunions publiques que nous réalisons. Moi, je trouve que ça grandit pas, M. Rudigoz, mais on a l'habitude d'instiller ce doute tant sur la légalité de nos actions que de remettre en cause le chiffrage financier. Vous ne voulez pas publier le détail, tout le monde puisse vérifier le chiffrage? Je vous renvoie vers la ville de Lyon, ce n'est pas à moi de publier le détail. Vous êtes décidément dans le cœur de l'actualité parce que vous vous occupez du nouveau plan de déplacement des bus sur la presqu'île avec la mise en place de la zone à trafic limité. Parmi les gros points d'interrogation, il y a notamment la station Hôtel de Ville où 2 métros se rencontrent, la ligne C et la ligne A, mais qui ne sera plus en prise directe avec les lignes de bus. Oui, tout à fait. La zone à trafic limité, elle va rentrer en œuvre très prochainement, dans moins d'un mois, le 21 juin, à l'occasion de la fête de la musique, ce qui va permettre de piétonniser la rue de la République. C'est le choix qui a été retenu à l'issue de la grande concertation que l'on avait menée il y a quelques années maintenant. Et donc, Citral Mobilité, on a beaucoup travaillé pour profiter aussi de ce projet, pour améliorer notre desserte de bus, l'efficacité, la régularité de nos lignes. Ça nous a amené finalement à faire en sorte que les lignes fortes de bus, que ce soit la C3, la C13, la C14 ou la C18, à partir de Cordeliers, aller tout droit sur la rue Grenette, puis à emprunter les quais de Saône. Donc effectivement, ces bus n'iront plus à la station Hôtel de Ville, mais on a bien entendu finalement... Pour les usagers de la ligne C, ça veut dire qu'il y a une ligne de métro de plus à prendre pour aller reconnecter avec les lignes de bus. On a entendu cette crainte des habitants. De 2 façons. D'abord, par exemple, en réaménageant la place Taubira-Batel, qui est vraiment pas loin d'Hôtel de Ville, pour avoir ici un pôle d'échange en lien avec le métro A et C à Hôtel de Ville, pour les bus qui passent dans ce secteur. Et puis, en créant des nouvelles lignes qui vont, à partir de Cordeliers, tourner à droite, sur la rive droite du Rhône, rester en rive droite du Rhône et venir avoir une connexion directe au niveau d'Hôtel de Ville. C'est une nouvelle ligne, la C23, qui viendra de Flachet à Villeurbanne, qui va emprunter le cours Lafayette, la rive droite du Rhône jusqu'à la Cité internationale. Et puis c'est une nouvelle ligne, la 59, qui vient de Rieux justement et qui va permettre de conserver ce lien direct vers Hôtel de Ville et Cordeliers. Et quand je parlais de la C23... Ce ne sera pas la même desserte pour ceux qui sont sur toute la ligne C, qui arrivaient à Hôtel de Ville et qui prenaient le C3 pour aller à La Part-Dieu. Alors oui, il y aura des choses qui vont changer. On ne prendra plus à partir du métro C la C3 à Hôtel de Ville. On pourra soit aller la chercher à Saint-Paul, c'est un peu plus loin, soit prendre la nouvelle ligne, la C23, qui, elle, ira directement à La Part-Dieu. C'est très important, cette nouvelle ligne C23, elle va permettre, sur l'axe Part-Dieu, Cours Lafayette, Cordeliers, venir aussi suppléer la ligne C3, C13, 2 lignes qui sont actuellement surchargées. On a ici énormément d'usagers. Et à terme, avec la nouvelle C23, qui sera donc une ligne forte, on aura sur cet axe du Cours Lafayette un bus toutes les 2 minutes en heure de pointe. Rendez-vous compte, c'est l'équivalent 2 minutes de la fréquence de la ligne B du métro, la fréquence la plus élevée de notre réseau. Donc ça va vraiment permettre de soulager aussi les lignes existantes. Autre point que relevait Thomas Rudigoz hier, c'était la sortie du parking Saint-Jean. Semaine dernière, les automobilistes ne peuvent plus rejoindre directement les quais. Il faut forcément maintenant retraverser la Saône 2 fois s'ils veulent aller vers le 9e arrondissement. C'était indispensable d'empêcher les automobiles de prendre la voie de bus qui a été créée. L'enjeu, effectivement, c'est que les bus qui vont traverser le pont Maréchal-Juin puissent facilement, après le pont, s'insérer, tourner à droite et s'insérer sur la rive droite de la Saône pour respecter leur itinéraire et leur régularité. Et donc on avait ici un risque, effectivement, avec de nombreuses voitures qui finalement prennent ce raccourci, ce shunt, pour ne pas passer sur les quais, mais passer ici, aller tout droit,
Et donc, on avait un vrai risque pour les bus. C'est pour ça qu'on a proposé cette mesure un petit peu compensatoire, expérimentale. On a bloqué cette traversée du pont à ce niveau-là, avec un système totalement réversible. On va l'expérimenter pendant 6 mois, voir comment les bus fonctionnent, voir comment fonctionne aussi le trafic automobile. Et la majorité, finalement, des sorties vont plutôt vers le sud à ce niveau-là. Mais voilà, on expérimentera ça et on fera le bilan dans 6 mois pour voir si on doit conserver cette mesure pour renforcer la performance des bus ou s'il faut revenir en arrière et réouvrir cette traversée. Ce que disait Thomas Rudigos, et en prochain, c'est qu'il n'y a pas eu d'information, notamment aux commerçants, les principaux concernés sur ce parking. Alors, il y a peut-être eu moins d'informations que prévu, mais voilà, la mesure arrive vite. Hein. On l'a dit, la mise en place de la ZTL, c'est le 21 juin. Le nouveau circuit des bus va aussi rentrer en service durant ce week-end du 21 juin avec la cible finale avec les nouvelles lignes dès le lundi 23 juin. Un dernier sujet, vous êtes par ailleurs président de la halle Tony Garnier. Là, c'était Pierre Oliver qui était monté au créneau, qui vous reprochait un manque d'ambition sur les travaux d'aménagement qui ont été prévus sur la halle Tony Garnier. C'est repoussé au prochain mandat? On a fait durant ce mandat finalement 2,5 millions de travaux sur la halle Tony Garnier, des choses qui étaient en fait obligatoires. On a traité la sonorisation sonore de sécurité, on a traité le système de traitement d'air ou les systèmes électriques avec des travaux qui vont se faire cet été. Et quand M. Oliver a dit que c'était... ça ne met pas la salle au niveau des nouvelles salles, notamment l'Arena. A dit que c'était du gaspillage parce qu'il fallait faire autre chose de la halle Tony Garnier. J'ai envie de lui dire que même si quelqu'un a décidé d'en faire autre chose, ce sont quand même des travaux qui étaient indispensables, à moins que M. Oliver ne veuille raser la halle Tony Garnier, ne plus accueillir de public dedans, et je ne l'espère pas. En tout cas, ce sont des travaux indispensables. Ça ne nous a pas empêchés durant ce mandat, parce que nous réaffirmons notre volonté de conserver la halle Tony Garnier en tant qu'équipement culturel majeur, de spectacles, de concerts. Et donc, ça ne nous a pas empêché de faire des études. On réfléchit à comment réorganiser la salle, notamment les aménagements intérieurs, le gradin, comment moderniser le gradin pour un nouveau gradin de 7000 places, un peu plus près de la scène, plus confortable pour les spectateurs. Et on a fait des enquêtes de satisfaction du public. On a 97% des spectateurs, des visiteurs de la halle Tony Garnier qui sont satisfaits de la salle. Et on sait qu'on a des axes d'amélioration, notamment sur le confort, et donc on travaille dessus. On a fait déjà des études préliminaires, et on projette bien sûr d'investir dans un prochain mandat dans la halle Tony Garnier pour qu'elle reste compétitive face à la concurrence. En concurrence notamment de l'Arena de Jean-Michel Aulas, à Dessines? Tout à fait, vous le notez avec justesse, et avec toutes les questions que cela peut poser en termes de conflit d'intérêts entre intérêt privé et engagement politique public, si jamais cela devait arriver. On a entendu à plusieurs reprises, d'ailleurs le directeur de l'Arena ou Alexandre Aulas parler de la halle Tony Garnier et souhaiter que la halle Tony Garnier fasse autre chose que du spectacle. Eh bien, ça n'arrivera pas. Nous conserverons bien la halle Tony Garnier, nous investirons dans la halle Tony Garnier pour toujours accueillir nos clients producteurs et notre public de la meilleure façon. Pour vous, si Jean-Michel Aulas annonce officiellement sa candidature à mairie de Lyon, il faut qu'il renonce à son Arena? Ce sera à lui de le dire, mais ça posera bien sûr question. Vincent Monod, je vous remercie. Merci Raphaël Ruffy. Et puis moi, je vous dis à vendredi pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.